L'idée était de vous proposer un dernier moment de réflexion collective, parce que c'est quand même important de rappeler que toute cette... Je me pose ici pour l'instant, donc comme ça, je ne bloque pas les gens. Donc pour les micros, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. L'idée était de mettre face à nos équipes et au public, le public ici présent, mais aussi le public lointain, un moment d'interaction, de croisement des idées et des positions et puis des réflexions. Vous avez vu qu'à un moment donné, ça a commencé à chauffer. C'est dommage, on a dû effacer, éteindre le feu, mais c'était magnifique. On aurait pu continuer à la fin, en tout cas, passer sur cette question qui est fondamentale de à quoi ça sert tout ça. Quel est le rôle premier de cette consultation? Comment elle peut être opérationnelle, opérative dans un cadre de politique publique ou d'évolution d'un territoire qui, comme le Grand Genève et d'autres, essaye ou espère se réinventer vis-à-vis d'une problématique nouvelle, en tout cas nouvelle pour nos milieux, parce que les experts le disent depuis longtemps, le protocole de Kyoto ne date pas d'hier, mais je dois dire en tant qu'architecte urbaniste que toutes ces idées sont arrivées, le choc de l'explosion de la pensée et de la connaissance de non dont il a parlé Stefano est arrivé chez nous, les architectes, très tard, voire trop tard. Il y a encore 99% des écoles d'architecture et des services d'urbanisme et des acteurs pensent au développement, c'est le mot du jour aujourd'hui à Genève, voire à la croissance. Et n'arrivent pas à faire l'équation ou les relations techniques, économiques, politiques, sociales entre la question de la décarbonation, que tout le monde maintenant appelle de ses voeux, et de ce que ça veut dire de construire pour aujourd'hui et pour demain. Et donc, la question que je voudrais d'abord adresser à Ariane Widmer en tant que représentante du canton de Genève du service d'urbanisme et future, en tout cas, c'est une préannonce urbaniste cantonale qui va prendre ses fonctions vraiment à partir de janvier, donc une fonction importante que nous accueillons, nous tous, acteurs du Grand Genève, avec plaisir et intérêt. Comment, donc, Ariane, tu reçois tous ces projets dans leur complexité, dans leur, disons, l'approche un peu caméléondienne, et dans le futur que tu imagines de ce territoire, en 2 mots. En 2 mots. 1 mot, si possible. Bon, ce que j'aimerais dire, et je pense que c'est là où, c'est le cadeau que je vais emporter avec moi aujourd'hui, c'est que si on travaille sur le territoire, il y a des moments où on cherche, il y a des moments où on explore, on essaye de se projeter, il y a des moments où on met en œuvre. Et je crois qu'aujourd'hui, avec le travail qui a été fait sur la consultation sur le Grand Genève, on est vraiment dans un moment d'enrichissement, je dirais, énorme et profond dans un moment d'exploration, de laboratoire pour moi. Et c'est vraiment ce que je vais emporter et voilà, avec moi de ce travail qui effectivement, je l'espère, pourra ressurgir dans des réalités à d'autres moments, dans des projets. Merci. De notre point de vue, nous avons ici avec nous aujourd'hui Robert Kramer, un politicien connu appartenant au Parti des Verts, qui est l'une des personnalités qui a initié l'idée même du Grand Genève et le projet il y a plus qu'une décennie, voire 15 ans, 20 ans. Donc, Robert, avec ton œil, disons, historique, disons, la perspective de longue histoire que tu as, est-ce que cette consultation que tu as vue aujourd'hui permet de donner un nouveau relief? Est-ce que c'est de la redite? Est-ce qu'on voit les choses évoluer? Alors, il se fait que je suis aussi membre du conseil de la Fondation Braillard. Je vais peut-être rappeler, comme tu le disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a fait ça. On n'a pas fait ça pour faire le plan directeur cantonal. On a fait ça pour se situer justement au-delà de ça, pour se donner le droit d'avoir des visions plus larges. Et en ce sens, par exemple, je trouve que le projet Genève Constellation Métropolitaine, qui a fait l'objet d'une petite polémique tout à l'heure, il est tout à fait légitime. Quand on lance une réflexion de ce genre, c'est aussi pour avoir le droit
de faire des choses où on ne colle pas en tout point sur ce qui se trouve sur ce territoire. Quand bien même ça ne colle pas si mal que ça à bien des égards, mais je ne vais pas commencer à faire la critique des projets. Alors la question que tu me posais, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce travail? Est-ce que ce travail a un caractère de nouveauté? Je dirais ce travail, il est très divers en fonction des équipes. Il y a des gens qui ont fait un boulot. J'espère qu'il y a des gens des services industriels ici, parce que métaboliser les invisibles, c'est un travail immédiatement opérationnel qui mérite d'être prolongé et qui va rendre de très très grands services, ça j'en suis convaincu. Et il y a bien d'autres projets qui sont arrivés avec des propositions qui sont, à mon sens, très précises, très intégrables et qui peuvent enrichir un certain nombre de réflexions. Je pense notamment aux réflexions qu'on a faites sur les PACA, tout ce qui s'est dit sur la densité est quelque chose d'important, mais en même temps, quand les gens y viennent, ils disent regardez quand même la réalité, regardez le développement des petites villes, regardez le développement des villages, et puis vous allez voir qu'on a beau avoir toute une série d'idées sur la densité, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et comment est-ce qu'on organise ce qui se passe pour de vrai? Je trouve que là, il y a un certain nombre de pistes qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement fructueuses qui ont été données. Donc je trouve que ça a du sens. Et puis je trouve qu'on est non seulement post-COP 21, mais maintenant on est aussi post-Corona-Covid. Donc on est dans une actualité extrêmement forte et je trouve que toutes les équipes en ont tenu compte. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Ok. Merci, Robert. Alors, j'aurais voulu que du côté de professionnels qui sont sur la scène, qui représentent différentes instances, Ludovica Molo, la FAS, et Michel Tranda, très proche des urbanistes, et puis qui est Christian, qui a enseigné à l'ETH à Zurich, que les choses soient, que vous arriviez à vous positionner vis-à-vis des équipes en tant que professionnels qui voient une nouvelle pratique professionnelle se définir, s'autodéfinir, se définir doucement, c'est-à-dire prendre doucement forme, puisque jusque-là, je pense qu'on serait tous d'accord que ce type de présentation, ce type de contenu ne faisait pas, n'est pas monnaie courante dans des concours et dans les constructions réelles, disons, des projets d'architecture et d'urbanisme. Est-ce que vous voyez là une évolution possible, Ludovica? Vous avez votre propre micro normalement, mais voilà. Non? Non, c'est bon. Ok. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci Panos et Fondation Braillard pour avoir invité en fait la FAS à participer à ça. Je me rappelle quand on s'était rencontrés à Lucerne il y a plusieurs années et que ça nous semblait très loin et très ambitieux. Et puis, ça a été merveilleux d'être ici et de pouvoir participer à ça. Pour moi, c'était très intéressant de faire partie de tout ce processus, du choix des teams jusqu'à ces 3 rencontres où on a pu voir les projets, en fait, en quelque sorte, se radicaliser. Et je suis d'accord en fait avec l'architecte qui a parlé avant de Baoku. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait des projets qui sont très différents et qui peut-être sont tellement radicaux et qui doivent être très différents les uns des autres, qui ont dû se développer d'une façon différente, parce qu'ils puissent en fait débattre les uns avec les autres, parce qu'ils puissent créer des questions comme celles qu'on a vues. Pour ce que je retiens comme architecte et ce que je veux ramener aux architectes de la FAS, c'est cette idée qu'on peut travailler d'une façon plus libre que les concours d'architecture. Ce n'était pas un mandat d'études parallèles, ce n'était pas un concours pour un master plan, c'était un concours d'idées à très large échelle. Et ce que j'ai très aimé, c'est qu'il n'y avait que des équipes universitaires qui ont évidemment, avec des grandes universités, qui ont évidemment des moyens énorme, mais il y avait aussi des équipes de gens beaucoup plus jeunes avec des moyens très différents. Et je trouve que c'est très important de ramener cette idée qu'il y a des mondes de projets différents qui puissent participer. Et ce que je trouve très important pour nous, les architectes, c'est de penser qu'on peut participer à la création de processus, que la créativité aujourd'hui est beaucoup dans les processus. Et ça, c'est quelque chose, je crois,
énormément à ça et à l'intérieur de la FAS, on essaye maintenant vraiment de lancer cette idée et d'en discuter beaucoup. Et donc, merci pour l'invitation. Merci bien. Juste, je retourne vers les équipes. On va faire un petit peu, je vais laisser un peu les gens qui sont restés silencieux toute la matinée et puis on revient vers vous. Hein. Patience. Alors, oui, Michel, oui. C'est bon, ça doit être allumé. C'est bon ? Non. Est-ce que ça marche ? Ah oui, ça marche. Je pensais qu'il ne marchait pas. Alors, comme urbaniste qui pratique et qui enseigne, moi ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est les différents registres qui ont été explorés, parce que ces différents registres, ils sont à la fois pour moi la base du renouvellement des politiques publiques, mais du renouvellement de nos pratiques en tant qu'urbaniste. Et dans ces registres, c'est un sujet sur lequel moi je travaille et j'écris aussi en ce moment, je vois à la fois tout ce qui va toucher le cadre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on devrait modifier dans le cadre pour tendre vers cette décarbonation, par exemple, quels critères on devrait changer pour choisir des projets publics exemplaires. Est-ce que c'est que le prix qui compte ? À mon avis, pas. Ou est-ce qu'on devrait faire rentrer ces émissions de carbone, ces énergies grises, ces questions-là ? Donc, qu'est-ce qui pourrait être très déterminant dans le changement du cadre ? C'est un des sujets que je trouve important. Le deuxième grand sujet, c'est vraiment tout ce qui a été les grands réseaux ou les réseaux structurants, les réseaux de longue durée, ceux qu'on ne décide pas la veille pour le lendemain. Et que ce soit l'énergie, probablement l'eau aussi à terme, mais aussi les réseaux naturels, hein. Tout ce qui fait la structure lourde et profonde de nos territoires. Puis toute la diversité des territoires, avec aussi bien les alpages que les petits hameaux, et qu'ils soient très dessinés ou pas très dessinés, peu importe, mais revenir au cas particulier de chacun des territoires qu'on traite. Et puis, la grande richesse des initiatives, alors ça, c'était un boulot magnifique. J'ai trouvé que, imaginez, j'en connaissais quelques-unes à titre privé, mais les 200 répertoriés, ça, je suis absolument admirative et je pense qu'il y a un très gros potentiel dans cette liberté d'expérimentation, que là aussi, le cadre devrait permettre. Et, comme ça vient d'être dit, tout le travail sur les processus, ça, c'est aussi un des métiers de l'urbaniste, avec cette notion de la subsidiarité que j'ai trouvée intéressante, c'est-à-dire appliquer la subsidiarité aux mécanismes de projet. Voilà, c'est vraiment en très très théorique et en très très rapide les éléments que je trouve absolument fondamentaux à la fois pour nos pratiques à nous et à réfléchir pour les futures politiques publiques. Kees. Hallo. Ja. Oui, j'ai quelques expériences avec des événements comme ça. Il y a plusieurs grandes villes événements et il y a aussi divers événements un peu pareils comme le R à Rotterdam, Architecture International Rotterdam, et la Hamburger Bauforum. Deux événements où j'étais dans l'organisation et aussi dans la participation parfois. Et nous avons développé là un modèle où une activité de ces participants de ce team n'est pas gratuite. Mais on partage dans le processus avec la ville, avec le canton, avec la province, etc. Et avec les autres stakeholders, aussi des promoteurs ou investisseurs. Et on fait ces projets. Et puis, on prend les projets pas comme une test planning qui est maintenant fini et bye-bye, mais on essaie de faire un script de cet événement, un script où les plans, les différentes soumissions sont évaluées et commentées et où on essaie avec les autorités de les infiltrer dans le planning officiel, pas comme chose intégrale, mais plutôt comme activité acupuncturelle, où les principes qui sont développés ici sont élaborés, discutés et puis testés dans un plus petit endroit de la ville.
Et ça a eu assez beaucoup de succès, par exemple à Hambourg, dans la Haven City, et par exemple à Rotterdam, dans la tête du sud, à l'autre côté de la rivière, qui sont en effet tous les deux des projets qui sont émergés d'un événement comme ça. Et alors, moi, je voudrais voir volontiers une situation comme ça, où les teams ne sont pas métiers d'or et on prend un autre team, ou on prend un grand bureau d'ingénieurs qui fait une synthèse, copy-paste de toutes les contributions, mais qu'on discute en quel niveau, quel team pouvait continuer de faire une contribution dans le futur, dans certains projets, avec le total dans la tête. D'accord, merci beaucoup. Dernière question de ce côté-ci. Et je m'adresse à Elena Cogato-Lanza, qui est à la fois présidente de la Fondation Braillard Architectes et du comité de pilotage des consultations. Et sur cette idée que nous avons vue au moins 2 fois ici, donc la reprise un peu de la maille Braillard et son évolution dans les territoires grand genevois et même au-delà. Et la question que je voudrais te poser, Elena, est-ce que, de ton point de vue d'historien d'architecture et de l'urbanisme, mais aussi de praticienne un peu du territoire, cette évolution est, on va dire, une expérimentation utile? C'est-à-dire, est-ce que ça pourrait, tu penses, vraiment inspirer, faire partie un peu des idées qu'on devrait explorer par la suite, ou c'est juste disons, une relique qu'on remonte à la surface? Oui, c'est une question à laquelle je n'ai pas envie de donner une réponse, parce que les suggestions qui nous sont venues aujourd'hui, des chantiers possibles sur lesquels s'engager très rapidement, sont des suggestions qui touchent autant à des structures faibles dont on ne parlait pas, la maille Braillard aussi, mais également la structure proposée aussi par le projet de Stefano Boeri et de son groupe, mais aussi des stratégies qui peuvent commencer par des lieux. Et liés aussi révélateurs d'autres structures. Je pense à ces sites le long de la frontière présentés par les grandes traversées. Donc, et en même temps, je ne voudrais pas non plus, personnellement non plus, mais même comme membre, disons, président du comité de pilotage, commencer à opérer des choix maintenant. C'est-à-dire qu'il me semble, la chose la plus urgente, il me semble, à faire maintenant, c'est de construire une communication publique de tous les résultats des travaux que nous avons vus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la communication que nous avons déjà eue entre nous au niveau du comité de pilotage, je trouvais que c'était une communication déjà in transition. On représentait des instances, mais en même temps, on allait au-delà des instances qu'on représentait et on était extrêmement libre dans la volonté, grâce au travail des équipes, qui est un travail admirable, de saisir des opportunités pour s'engager dans la transition. Le moment, me semble-t-il, maintenant crucial est celui, d'une part, c'est vrai, du dialogue et de l'approfondissement avec les équipes, mais en parallèle, d'une sortie publique des contenus, parce que je pense que ces contenus vont faire émerger beaucoup d'acteurs qui sont des ressources, comme beaucoup d'équipes l'ont aussi expérimenté. Ils ont rencontré des acteurs qui peuvent se dévoiler comme des vraies ressources. Et je crois que les débats devraient s'engager, je pense, très très vite à ce niveau-là. Voilà. Okay. Message reçu. Mais je me tourne donc justement, vous avez compris, chères équipes, que le débat va continuer. En tout cas, la création d'un contenu que vous avez déjà fait et présenté et offert ici publiquement, mais aussi dans vos rapports, et qui est un héritage vivant qu'il faudra explorer, enrichir. Et c'est donc parmi nos projets futurs. Mais la question, je reviens un peu au fond de notre histoire. Rappelez-vous que le cahier de charges mettait les bases de la réflexion sur la transition écologique et son urgence, la question du monde qui change, à travers
le projet d'urbanisme, l'architecture d'espace. C'est-à-dire, au fond, la question était, est-ce que par l'espace, est-ce que l'espace et son projet peut répondre à une urgence environnementale, écologique majeure. La question que je voudrais vous poser, est-ce que vous êtes, après avoir entendu tout ça aujourd'hui, vous seriez en position de faire une espèce de menu à la carte combinant des éléments de vos propres projets et d'autres, de vos propres solutions et d'autres? Est-ce que vous croyez que nos élus et acteurs ici seraient en position, disons, de construire une mosaïque efficace? Est-ce que parmi les éléments que nous avons entendus aujourd'hui, vous imaginez qu'on peut picorer ici et là, parce qu'évidemment, un projet complet, unique d'une équipe serait sans doute, en tout cas partiel. Nous avons vu un peu les réactions vis-à-vis de certains projets. Qui voudrait se lancer sur un menu à la carte? Qu'est-ce qui est pour vous aujourd'hui l'essentiel, les 3 points essentiels qu'on a vu aujourd'hui passer, qui pourraient construire le noyau d'une politique d'espace pour la transition écologique? Je peux vous dire, je peux vous provoquer. Par exemple, j'ai vu qu'au moins 2 ou 3, ou même presque toutes les équipes ont parlé de villages d'une manière ou d'une autre. En fait, je m'adresse aussi aux acteurs de l'urbanisme ici à Genève et puis en France aussi. Et il semblerait que nous sommes dans une phase, enfin votre interprétation met en question la ville constituée, la ville compacte, et revient comme solution, enfin le mot village est revenu plusieurs fois. Est-ce que c'est par hasard? Alors ça c'est une question. La deuxième question, c'est la question de la métrique de la transition. Sommes-nous capables d'imaginer des éléments forts, disons métriques, mesurables, qui permettraient aux autorités de mettre en perspective un plan d'action phasé? Sommes-nous maintenant aujourd'hui en position de les aider? Troisièmement, comment vous pensez que le public, les citoyens peuvent réagir ou pourraient réagir, et quels sont les outils pour les faire entrer dans une trajectoire de transition qui est, si vous voulez, évidemment l'élément essentiel si on veut y arriver? Qui voudrait se lancer sur ces 3 points, ou d'autres si vous avez envie de vous... Je m'adresse aussi à Marc, que je vois au fond de ce bureau parisien et qui est avec nous. Paola. C'est juste pour lancer la discussion rapidement. Je pense que tu as déjà dit beaucoup, c'est-à-dire que les choses que tu as dites démontrent que quelquefois, il faut, à mon avis, distinguer dans les mots ou dans les dessins, on a des idées convergentes. Quelquefois dans les mots, c'est-à-dire les discours convergent, quelquefois c'est dans les dessins. Et les 2 choses ne sont pas... Donc il y a peut-être une nuance à propos de ça, parce que chacun, d'une certaine façon, sur un discours qui a des éléments communs, après a donné une interprétation qui peut être aussi profondément différente. Donc vous avez là aussi des idées, des interprétations qui sont différentes. Mais je pense que, comme presque élément préliminaire, je voudrais revenir sur l'idée de l'atlas de la transition. Je pense que la première chose qu'il faudrait faire très rapidement, ce serait de justement renforcer cette idée d'atlas de la transition, de se dire qu'on a besoin de lire des choses qui, normalement, quand on fait un projet d'urbanisme, ne sont pas vraiment observées. Et je trouve, par exemple, avec Marc Armango, que je vois en face de moi et derrière moi, qu'on pourrait bien imaginer d'élargir cette idée d'atlas avec des... Je n'ai pas vu, Marc, le travail ce matin, donc je m'excuse, mais je me souviens d'avoir vu des choses dans le passé qu'on pourrait, par exemple, imaginer d'intégrer et de développer. Encore une fois, ce matin, je n'étais pas présente, donc je n'ai pas vu tous les matériaux, et les équipes n'ont pas montré tous les matériaux, donc je suis sûre que sur cet aspect, on va déjà réorienter profondément soit les politiques disons, de planification, soit le regard, parce que c'est une construction d'un regard différent. Un deuxième thème, je pense que c'est la question des structures
qui a été déjà évoqué par... je suis un petit peu fatiguée. Non, oui, Michel, pardon Michel. Sur le fait qu'évidemment, il y a une question de structure. Après, la structure peut assumer des formes différentes, mais de ce point de vue, je trouve qu'on a des points de contact aussi avec Stefano, qui a en tout cas fait une réflexion de structure qui est différente de celle que nous avons imaginée, mais l'exigence de restructurer dans le sens, pas de la régénération urbaine, mais dans le sens d'imaginer des structures de la transition, c'est très important. Ça touche à la mobilité, évidemment, ça touche à l'énergie, ça touche même à la recherche, dans le cas de l'anneau. Donc, on a besoin de structure. Donc, une notion qu'on avait plus ou moins éliminée de nos discours, celle de structure, qui revient, nous proposons de la faire revenir dans les deux versions, c'est-à-dire avec une déclinaison de structure qui soit capable non seulement de ne pas perdre un point de vue un petit peu fonctionnel, plus traditionnel, mais qui peut être réinterprété de façon plus intéressante, mais aussi de vraiment ouvrir une réflexion sur les structures faibles par rapport aux structures fortes, pas en soi. Et donc, je pense que, par exemple, sur l'idée de structure, ce serait très intéressant de pouvoir peut-être avoir un moment de discussion, mais aussi de travailler avec les instruments du projet sur cette idée de structure, par exemple. Je m'arrête ici. Quelqu'un d'autre? Franck. En fait, j'ai le sentiment qu'il y a quand même des postures d'équipe qui sont assez claires, assez radicales. Alors, on peut les envisager comme complémentaires. Pour faire très simple, hein, on a soit du bottom-up, soit du top-down. Et en réalité, on va chercher des publics différents dans ces démarches. Et pour opérer la transition, il va falloir aller toucher tous ces publics-là. Donc, et d'ailleurs, ça n'est pas systématique, c'est-à-dire que la vision stratégique n'intéresse pas exclusivement les élus. Elle peut intéresser aussi le citoyen. Et inversement, le fait d'aller, de partir du terrain, de partir d'un conseil citoyen, ça peut aussi intéresser un élu. Hein. Donc tout le monde, à un moment donné, peut tirer bénéfice de ces approches multiples. Et puis peut-être d'ailleurs qu'à un moment donné, des approches se rejoignent. Je ne sais pas à quel niveau, à quelle échelle, dans quel cadre, mais c'est ce qui transparaît en fait dans toutes ces présentations. Donc on pourrait peut-être imaginer, on peut faire une différence entre des actions qui pourraient être engagées dans l'immédiat, qui peuvent être des actions minimes, et puis distinguer des chantiers. Les chantiers qu'on peut considérer comme étant pas encore tout à fait mûrs, nécessitant un approfondissement des groupes de travail qui peuvent être élargis, au sein desquels les équipes peuvent participer, peut-être pas à tous. Hein. Est-ce qu'il y a des groupes de travail thématiques qui continuent en fait, qui prolongent tout ce qui a été développé ici. Et puis, si la consultation mène à, je ne sais pas, 10 actions sur le terrain et 5 chantiers sur lesquels il va falloir approfondir, ça nous semblerait assez pertinent. Quoi. Heureux. Ok, merci. Je me tourne vers Marc pour jouer un peu avec le distanciel. Oui, Marc, à toi. Merci. J'espère que vous m'entendez. Oui. Moi, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je le formulerai presque en trois manières de continuer à travailler avec ce qui a été fait. L'une, effectivement, je souscris à l'immense intérêt qu'il y aurait à ce que des conversations, pas forcément nous réunissant tous les 7 à chaque fois, parce qu'en fait, c'est 7 x 7 x 7, ça devient un peu dingue, mais par 3, par 4, pour approfondir à la fois les convergences et les divergences, pour ensuite, et ça c'est le deuxième point, je pense qu'il faut qu'on aille rencontrer les acteurs déjà opérationnels du canton et de ce millefeuille français qui a été, je pense, pour tout le monde, une épreuve un peu particulière. Il y a 2 régions, il y a plusieurs départements, il y a des communes qui, sans être forcément être en guerre politiquement, ne sont pas forcément
sur les mêmes priorités. Voilà, donc je trouve que ce qui nous a été dit par les différents acteurs administratifs et politiques en lancement de la consultation est d'un très haut niveau, et donc il y aurait sûrement beaucoup à gagner à refaire un tour de manège ensemble, voilà, faire une sorte de séminaire finalement stratégique entre les acteurs opérationnels et les équipes. Puisqu'au fond, une des choses qu'on serait capable de faire, je pense maintenant, c'est d'interpeller ces élus et ces institutionnels en leur disant, on se pose cette question, comment est-ce que vous la recevez, etc. Et puis il y a une troisième dimension dont a parlé Dieter Dietz tout à l'heure, il n'est pas le seul d'ailleurs, parce que la Grande Traversée a fait un travail qui propose aussi ça, c'est effectivement des contextes d'action où on gomme la différence entre le sachant et le participant. Alors moi, je voudrais vous raconter une expérience. Quand on travaillait sur le PAV avec AWP, on avait à un moment lancé un grand programme d'activation culturelle du site, puisque c'est un site qui est essentiellement caractérisé par l'activité. L'idée, c'était de faire venir des usages urbains pour un peu simuler ce que le quartier pourrait devenir. Le hasard fait que moi, je n'ai pas pu être présent pendant quelques réunions. Et quand je suis revenu au bout de 3 ou 4 réunions, la table était pleine de gens de Genève qui avaient pris le projet en main. Et réellement, l'impulsion ou le cadre a été donné, il avait été redigéré, reformulé, et c'était génial. Donc moi, je crois quand même à ça, c'est-à-dire que quand on se met à faire des actions pour tester nos idées, est-ce que c'est vraiment à nous de le faire? Est-ce qu'il n'y a pas l'idée qu'on doit être interprété? On propose des partitions, et puis il y a des variations. Ce que je veux dire, c'est que ça serait bien que très rapidement, la consultation du Grand Genève, ça soit du Grand Genève, c'est-à-dire autant que possible en conversation avec ces différents personnes, institutions, micro-groupes et dynamiques, et nos propositions, nos visions, peut-être plus loin, au travers de choses très simples, des promenades, des actions, des occupations temporaires, voilà. Et il me semble qu'on obtiendra des réponses très importantes qui sont différentes de celles qu'on peut avoir dans la discussion avec les opérationnels et les institutionnels, et aussi très différentes de celles qu'on aura dans la discussion entre nous et évidemment les experts de la Fondation. Oui, problème de réseau. Merci. Problème de réseau. On passe la parole directement à Nathalie, comme ça. Aller dans le sens... moi, j'ai l'impression qu'on a assisté à un petit concert, en fait, toute la journée, de différentes petites musiques que peuvent être ces agglomérations. Et puis, je pense que ce concert, il est un peu une forme d'inspiration. Mais ce qui est le plus intéressant, là, j'ai l'impression qu'il pourrait aider à construire, mais il va falloir mettre une petite musique, en fait, de ce Grand Genève. Et puis ça, peut-être c'est à vous aussi maintenant de composer, de sortir cette mélodie, parce que si on veut, il va falloir en fait qu'on aille tous dans le même sens, et sans cette petite musique, on y arrivera, on fera les choses, mais peut-être d'un côté, de l'autre, séparément. Et puis, je pense que c'est important, en fait, de prendre le temps vraiment de définir quelques lignes guides, mais peut-être même d'attitude, en fait. Peut-être même, parce qu'on a bien vu, il y a des petites choses qui sont assez différentes, qui changent tout, en fait. Et donc... Et comme vous avez vu, une vision, c'est prendre un risque, je pense que le Grand Genève doit prendre un risque aussi, de se prononcer pour dire, nous, on va aller dans ce sens. Et puis après, nous, on est aussi là pour servir ce sens avec nos idées, mais c'est pas à nous, ici, maintenant. Je veux dire, c'est fini. Maintenant, c'est à vous. Et nous, on veut entendre cette musique parce qu'on va servir. Et ça, c'est important. Beaucoup. Alors, Oscar ou Oscar? En tout cas, allô, vous m'entendez? Oui. Je voulais remercier déjà toute l'équipe de m'avoir donné la possibilité de participer à ce grand jeu.
Enfin, c'est pas un jeu, c'est un défi majeur. Et je dois dire qu'il y a eu un début extrêmement disparate dans la présentation intermédiaire, et j'avoue que j'ai senti qu'il y a une énergie commune, si je peux me permettre, et des éléments qu'on retrouve dans chaque projet, finalement. Il y a quelque chose qui, alors qu'il y a des approches très différentes, mais on peut, j'ai l'impression, de trouver un discours commun. Alors je rejoins ce qu'elle disait Nathalie, j'ai l'impression aussi que des fois on se retrouve dans un concert privé quand même. Alors c'est vrai, c'est important de faire en sorte que les projets soient entendus par tout le monde, mais je cite un exemple, on a tous parlé un tout petit peu de ces zones industrielles par exemple, on cherche un tout petit peu plus d'informations, je suis tombé sur une phrase qui définit le nombre, le pourcentage d'habitations dans une zone industrielle. Donc on reste finalement coincé sur aussi des choses qui sont très simples, c'est peut-être 2 lignes, ces 2 choses, on en parle tout le temps, et finalement il suffirait de prendre un livre, de voir comment notre ville est aussi légiférée, sur quoi notre ville tient aussi, c'est pas seulement des grandes idées, c'est des fois peut-être pas si compliqué, et il faudrait connaître peut-être vraiment, personnellement peut-être plus, mais en tout cas les mots qui font que la ville elle est aussi telle qu'elle est, et surtout faire en sorte que ça change. Et donc aussi avoir des partenaires qui puissent finalement faire en sorte qu'on puisse écrire aussi la ville différemment. Merci Stefano. Et puis Florian. Oui. Oui. Non, je pense qu'on est à l'idée de mosaïque. Je pense oui, pourquoi pas. Je pense que c'est normal que dans une compétition, on a la possibilité de se confronter. Alors, il y a une tendance à une certaine réciprocité et une spécialisation, si je peux dire ça. Par exemple, c'est clair que ce que nous avons fait, Richard vient de Londres, Michel de Paris, moi je viens de Milan, et Paolo aussi vient de... On a essayé de travailler sur la distance qui est objective, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur notre point de vue comme observateur avec une certaine distance du territoire, mais quelquefois la distance, c'est une, comment on peut dire, une contribution fertile. Et en même temps, je pense que la question de la vision, parce que ça c'est le titre, vision perspective pour un grand Genève, c'est une question liée à la grande question du réalisme. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Quelquefois, c'est très important. Je pense que le réalisme, c'est de fixer des objectifs très clairs, très forts, locaux et possibles. Quelquefois, réalisme, quand on travaille dans un objectif de transition, c'est de fixer une direction, de fixer aussi une vision possible, d'un monde possible. Et quelquefois, une vision d'un monde possible est plus capable de mobiliter les énergies individuelles qu'une addiction, une multiplication de petites actions. Mais ça, c'est simplement pour dire que j'aime beaucoup ce qu'on a fait. Je pense qu'il y a une complémentarité effective, que c'est très important. Et que c'est possible. Congratulations. Je m'adresse à Florian, qui est là et qui a suivi, j'espère, un peu cette deuxième partie, où la question était qu'est-ce qu'on peut retenir comme une carte, comme un menu à la carte pour le changement transitionnel des territoires à travers le projet. Et si finalement il y a un lieu commun, ou plutôt un tronc commun qui permettrait aux acteurs de la ville, du territoire, à continuer leur travail. Micro, oui. Oui, merci Panos. J'ai déménagé dans les greniers pour être plus tranquille. Donc, en fait, ce qui est intéressant, je pense, et on a beaucoup appris, bien évidemment, pendant cette année, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de... Il y a des groupes thématiques qui aussi autour de l'architecture et de l'urbanisme, bien évidemment, qui réapparaissent dans tous les projets. Finalement, c'est de l'agriculture, là, ou plus précisément l'agroécologie et la biodiversité. Ça, c'est, je pense, un groupe thématique. On a des économies alternatives, ce qui est très, très important aussi. On a la question de la gouvernance et de la participation, le rapport entre les deux. Et puis, on a les énergies renouvelables et les systèmes d'énergie. Je pense que ça, c'est des 4 groupes qui aussi autour de l'architecture et de l'urbanisme et du paysagisme,
qui vont essayer de les traduire en prospective et qui essayent, je pense que le monter une narration, c'est très important, c'est notre domaine de compétence. Et aussi des figures, la figure qui apparaît toujours, ce n'est plus un master plan, mais c'est une figure processuelle qui est souple et qui peut être assez réactive. Moi, je pense que ce qui est quand même essentiel et dont on n'a pratiquement pas parlé aujourd'hui, c'est quand on a beaucoup parlé de sol, mais pas du foncier. Et je pense que ces projets-là, ils ne vont pas se réaliser si on n'a pas accès au foncier, qui est au moins au cœur du développement de ce territoire. Tout à fait, tu as raison. C'est d'ailleurs peut-être le nerf de la guerre. Et ça, c'est tout un pan qui devrait se développer par la suite. Mais il est vrai que nous avons souvent pensé à un urbanisme qui peut gérer le foncier. C'est presque l'ADN basique de l'urbanisme, c'est un urbanisme où le sol est public, sur lequel on peut travailler pour amener du bonheur. Alors qu'en réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées. J'étais en effet étonné que personne n'a remarqué ça, n'a pas parlé, parmi les critiques aussi, sur la capacité finalement d'un État à mener n'importe quel projet, de tous ces projets, s'il n'a pas un accès, un contrôle relatif du sol, du foncier. Ça, c'est sans doute un problème qui certainement on ne peut pas le résoudre ce soir. Mais aussi les réactions de Christian Schmitt et d'autres sur la vision par exemple de Stefano sur le cercle, alors qu'il y avait une autre partie de la vision qui était comme de Paola ou comme de tout le monde, de la réduction à zéro carbone en 2050, qui est beaucoup plus radicale et beaucoup plus séquent que le cercle, en réalité. J'ai l'impression qu'on a laissé passer à travers notre trémie réflexif le fait qu'on parle ici d'un projet d'une dimension énorme, d'une complexité que certainement toutes les équipes ont répété, mais qu'on tend à oublier à la fin en pensant que finalement ce sont des exercices, on va dire, des exercices habituels. Alors que nous sommes en train, et ça c'est quelque chose que je m'adresse aussi aux acteurs de la ville et du territoire, on parle d'exercices extraordinaires dont la portée, la dimension et la complexité dépassent largement ce qu'on sait faire. Savoir non unknown, enfin, on ne sait pas encore monter les structures, les projets, même les plans, les dessins, on est en train d'expérimenter à tous les niveaux. Et ça, je pense que c'est d'une importance majeure. Nous sommes en train de réinventer d'une certaine manière nos disciplines, ça c'est une évidence. Je pense même, historiquement, en 1850-1880, Florian, l'Allemand, tu es là, et puis en Angleterre aussi, les premiers bureaux d'urbanisme agences d'urbanisme public commençaient à exister dans les villes européennes et américaines. Enfin, avant, il n'y avait pas une agence d'urbanisme, un département d'urbanisme. Donc, il a été constitué avec certaines hypothèses de travail, donc de développement, d'achat-vente du sol, etc., de construction de bâtiments. Si aujourd'hui, nous devons faire face à ces nouveaux projets décroissants, parce qu'il faut le dire clairement qu'il s'agit d'un projet décroissant disons, de grands métriques de l'environnement, ne s'agit-il pas de réinventer les structures publiques, carrément l'organisation, y compris en termes de compétences et de disciplines, qui devraient faire ça dans les 30 ans qui viennent, puisqu'on est dans une radicalité de temps aussi. Est-ce que quelqu'un voudrait se positionner sur notre capacité d'assumer un tel projet? Est-ce que vous croyez qu'il faut se lancer? Ariane, je pense que tu es la première concernée. Ce que je sais, c'est qu'on n'est en tout cas pas dans une approche linéaire et séquentielle. Enfin, je dirais, toutes vos réflexions ont bien montré que finalement, d'aborder la question, se confronter à notre réalité et réussir à trouver le virage à faire, passera par une action
à différentes échelles, sur différents thèmes. Et donc, on est en tout cas pas dans du linéaire. Et je pense que la vie est ainsi faite, et que c'est beau, c'est compliqué. Et ce que je voulais dire peut-être encore aussi maintenant, c'est par rapport aux éléments qui nous ont été présentés. On a déjà dit ça, il y a vraiment eu des convergences sur des thématiques ou des lieux en particulier. Et je crois aussi que quelque part, on va devoir ouvrir des chantiers. Ça a été dit aussi, j'aime bien l'idée de chantiers, des tout petits chantiers, des chantiers qu'on peut faire dans l'immédiat, et d'autres chantiers qui sont des chantiers beaucoup plus lointains. Et sur ces chantiers-là, on ne sera pas seul, on sera avec des gens, en fait, avec l'ensemble des acteurs, puisque ces chantiers, en fait, ont pour particularité, en plus d'aborder, je dirais, les différents domaines de l'aménagement du territoire. Et si je peux encore enchaîner là-dessus, c'est un élément qui est ressorti aussi, c'est celui des infrastructures, qu'on a tellement de peine à maîtriser quand on fait de la ville, quand on fait de l'aménagement du territoire, parce qu'elles sont dans les mains d'un acteur, qui est dans sa logique. Et ce qui m'a plu, évidemment, c'est les tentatives de comprendre comment est-ce qu'on peut déconstruire ces infrastructures, comment est-ce qu'on peut les maîtriser ou les réutiliser, les renouveler dans un autre usage. Et je crois qu'aussi peut-être pour moi, alors c'est certainement la consultation sur le Grand Genève, mais d'autres réflexions qui ont lieu par ailleurs, qui me font dire que ça doit être la fin du développement des infrastructures routières, et que si on n'arrive pas à prendre ce virage-là, je pense qu'on aura beaucoup de peine à entrer dans dans la transition écologique. Et puis j'aimerais dire encore un mot. C'est ce qui m'a étonnée et quelque part chagrinée, parce que finalement, c'est les endroits, je crois, dans lesquels nous vivons presque tous, et on aime vivre là, c'est la ville. Pourquoi la ville, comme on l'aime, comme elle peut être belle, elle n'a pas été plus présente dans les réflexions que j'ai en tout cas entendues et vues aujourd'hui? Et je crois que dans notre réalité, je dirais, lorsque je retournerai à mon bureau, la ville, pour nous, continuera à être un grand sujet et un souci aussi, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup à faire aussi dans la ville. Parfait. Robert, tu voudrais enchaîner sur cette question de structure possible future? Disons, pour répondre à ta question, moi je peux être très très court. De mon expérience, les bons projets trouvent toujours leur structure et leur financement. Ici, quand on parle du Grand Genève, on est dans quelque chose de transfrontalier et entre deux cantons, entre le canton de Vaud et le canton de Genève. Mais s'il y a un projet qui tient la route, les autorités trouvent le chemin pour créer les structures qui peuvent le porter. Et s'il y a un projet qui tient la route, il trouve son financement. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les réflexions sur le projet d'agglomération, on a certainement besoin maintenant de réavoir une réflexion théorique, parce que ce que l'on a produit à ce sujet, ça a déjà quelques années. Dans ce que j'ai entendu aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser à des développements de choses qui existent déjà, notamment les PACA. Et là, il y a, si on le veut, une opportunité autour de tout le travail qui a été fait par les équipes, de pouvoir avoir une prolongation opérationnelle de ce travail. Après, il faut en avoir envie, c'est encore autre chose. Mais je crois que c'est sur la table. Et il y a une autre chose qui me frappe beaucoup, c'est, en vous entendant, c'est le fait que vous êtes déjà un petit peu orphelin. Vous vous dites, ce serait quand même bien de pouvoir continuer et de ne pas s'arrêter là, de ne pas couper le fil maintenant. Donc, et autour de ces réflexions que vous portez encore et que vous avez eu du plaisir à nous présenter, il y a aussi tous ceux qui ne sont pas dans cette salle et qui trouveront très stimulant tout le travail qui a été fait. Donc il y a une vraie dynamique. Après, il faut savoir si on a envie de vouloir la prolonger ou pas. Je crois que l'envie, elle est évidente du côté des acteurs. Après, voilà quoi, il faut se tourner vers des acteurs plus institutionnels pour savoir s'ils en ont envie aussi. Paola, si, je t'en prie. Oui, je pense que c'est évident que ce serait intéressant de continuer, que toutes les équipes ont investi de l'énergie dans tous les sens.
Et je pense que vous avez dit une chose intéressante, importante, c'est qu'à partir de ce travail, qui n'est pas que juste notre travail, c'est le travail de la Fondation Braillard, le fait d'être arrivé jusque-là, d'avoir donné des conditions pour penser ce projet de la transition, donc que tout ce travail-là permet de réinterpréter les choses qui existent déjà, soit du point de vue de l'existant, soit du point de vue des projets qui sont dans les tuyaux. Et je voudrais profiter de ça pour dire, c'est une chose que j'ai déjà dit, que là, vous avez des projets pour les prochains 30 ans. À mon avis, il faut réouvrir ces projets. Comme Ariane a dit, ça suffit avec les infrastructures routières, ça suffit aussi avec un certain type de projet, je m'excuse. Vous avez des projets qui, à mon avis, sont vieux. Et il faut les réouvrir et les remettre en discussion parce que vous avez encore la possibilité. Ils n'ont pas été déjà réalisés. Et ce serait vraiment dommage de perdre ces possibilités qui sont finalement déjà là. Et je pense beaucoup aux zones productives, par exemple, aux transformations de zones productives, mais aussi à beaucoup d'autres projets. Et je trouve que là, il y a une occasion qu'il faudrait saisir et donc revoir l'existant avec les yeux de ce que vous avez maintenant dans vos mains. Ce serait vraiment déjà un travail en soi et extrêmement, je pense, utile. Parce qu'il y a quand même une question qu'il faut se dire explicitement. Aujourd'hui, il n'y a pas les conditions pour le projet de la transition. Donc, il ne s'agit pas de petits ajustements. Moi, j'ai cité très rapidement Edgar Morin, qui récemment, justement, a dit que cette métamorphose, ce n'est pas juste une société un petit peu plus verte ou écologiste, mais c'est une société différente. Donc, l'espace fait partie de cette réflexion plus générale. Mais la question que nous avons aujourd'hui, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas les conditions. Donc, quand on dit de continuer, dans quel sens et comment on peut continuer si les conditions ne sont pas là? Les conditions politiques, par exemple. Culturelles, moi je ne pense pas, parce que je pense que la société est déjà beaucoup plus en avant par rapport à ces réflexions un petit peu lourdes qui sont menées dans l'aménagement du territoire. La société est plus légère, est plus mobile, est plus flexible, tandis que non, l'aménagement du territoire, il a ses rigidités, ses règlements à changer. Donc, il y a quand même un problème politique et économique. Oui, mais administratif, je pense que là, je connais bien les machines administratives, je sais de leur lourdeur, mais disons, avec un petit peu d'enthousiasme, on peut y arriver. Au contraire, les machines économiques et politiques, là, vraiment, on peut trouver des points de rupture, parce qu'il y a des points de rupture. Donc, je me demande comment on peut commencer. On ne peut pas attendre que tout soit résolu, non? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pendant que la chose se fait? Et c'est pour ça, je pense qu'il y a un thème aussi transversal des équipes, qui est la question de l'expérimentation. Comment, pendant qu'on arrive à des décisions structurelles, parce qu'on parle de décisions structurelles ici, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Est-ce qu'on peut au moins avoir des décisions un petit peu plus rapides qui permettraient d'ouvrir le champ de l'expérimentation, qui est déjà ouvert? Aujourd'hui, Pascal Boivin est venu ici un petit peu rapidement, parce que c'était aujourd'hui la journée de l'agriculture de conservation à Genève. Donc il était sur le terrain avec des agriculteurs, avec des gens qui venaient un petit peu d'autres pays en Europe. L'année prochaine, il y aura, parce qu'il a été reporté, Eurosoil, qui sera par exemple ici à Genève, donc à échelle internationale. Donc, pour dire qu'évidemment, il y a déjà beaucoup de choses sur le sol, sur les infrastructures, sur la participation, sur les processus. Il y a des choses qui sont en place. Mais est-ce qu'on peut essayer de donner un petit peu plus d'espace à tout ça et de faire devenir ça la possibilité d'expérimentation? Quand j'ai parlé de structures faibles, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans un détail que je trouve important, qui est celui des zones spéciales. Dans le passé, quand il y avait des situations difficiles à gérer, des situations fortement déséquilibrées, on a inventé un dispositif qui s'appelle zone spéciale. C'est un dispositif qui n'a pas l'objectif de résoudre toutes les questions immédiatement, mais qui donne quand même spatialement la possibilité d'expérimenter localement. Je pense qu'il faut être inventif
imaginatif, le passage à une société différente, comme dit Edgar Morin, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, mais nous, on doit commencer à faire des choses aujourd'hui. Donc, il faut trouver une condition, même dans l'espace, d'expérimentation. Merci Paola. Je pense que c'est très important. Comment on change les choses. Je pense que c'est Newton qui disait « Donnez-moi où, quelque part où je peux m'appuyer, je peux bouger la Terre ». Enfin, la logique du levier. Il parlait de levier. Donc nous avons en réalité la mission de voir cette consultation comme un levier de changement, comme un levier multiplicateur, comme disons, un catalyseur d'une certaine manière des énergies des acteurs, mais aussi du privé, pourquoi pas, si les privés y trouvent en tout cas. La logique du levier est très importante, qui magnifie, qui multiplie l'action. Et pour rester un peu dans cette pensée un peu du modèle, disons, physique ou mathématique de Newton, j'étais un peu interpellé aussi par la réaction de Christian Schmitt par rapport au projet de Stefano et de Pierpaolo et de l'équipe, parce qu'en réalité, un modèle à casser, c'est une base de réflexion de toute la science et toute l'expérimentation. Il faut faire des modèles, même si c'est pour les casser, parce que si tu ne les as pas, tu ne sais pas à quoi te référer. Donc, que ce soit un modèle qui est un peu rond, ou qui est carré, ou qui est triangulaire, ou qui n'a pas de forme, c'est toujours un modèle. Vous avez présenté d'une manière différente des modèles de réflexion, des modèles d'action, dont les formes sont différentes, et qu'il s'agit, en effet, ça vaut la peine de les tester pour les casser, ou pour les modifier, ou pour les changer, parce que sinon, on n'a pas de changement de paradigme. Un paradigme, c'est déjà un modèle. Si on veut changer de paradigme, c'est qu'il y a un ancien modèle, et on passe à un autre modèle. De toute façon, ça sera un modèle de base. Alors, si ce changement n'est possible que par ce type d'action dont tu parles, d'expérimentation, juste donc pour clore cette longue journée, parce que je pense que l'équipe au fond va, à un moment donné, fermer tous les micros, je me permets donc de, encore une fois, rappeler que c'est un travail collectif de longue haleine, démarré dans une magnifique discussion avec Robert Kramer, à l'époque président de Patrimoine Suisse, qui nous a permis d'abord de poser quelques bases théoriques sur ce qui pourrait devenir, qui est devenu cette consultation de Grand Genève à laquelle vous avez participé. On vous remercie énormément, les équipes, avec tout, bien sûr, tout le staff et toutes les personnes qui vous ont accompagné et aidé sur ce travail complexe, rapide, mais je pense très efficace. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut être pas intelligent, il faut juste être efficace. Malheureusement, on n'a pas le temps d'être intelligent aujourd'hui. Donc la question est maintenant de comment transformer tout ça en quelque chose d'encore plus efficace, encore plus fort et plus, on va dire, promoteur d'une société qui doit changer. Et nous, à la Fondation, avec les partenaires ici présents et les autres qui sont dans la salle, nous serons très attentifs. On va certainement nous rencontrer pour voir comment, justement, comme l'a dit Elena, on va donner à cette action collective son piédestal public et puis comment elle pourra aussi avoir ses effets multiplicateurs de la manière la plus efficace et la plus juste possible. Nous remercions donc aussi le public, les personnes qui nous suivent online en ce moment. Et nous sommes très contents de clore aujourd'hui cette longue aventure de 3 ans. Merci à vous tous. Un grand merci à mon équipe ici présente tous, à Hélène, à Kim, à Mélodie, à Diane, qui ont pendant 3 ans suivi de près cette affaire. Merci à tous. On vous applaudit et à très bientôt.